vraies voix sur Sud Radio avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, la journaliste Céline Revel-Dumas et l'artiste et l'écrivain Tom Conan. Tout de suite, place au grand débat sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous entendez sans doute ces slogans que vous entendez maintenant tous les samedis. Ce sont les manifestations contre le pass sanitaire. Le mouvement anti-pass sanitaire va-t-il continuer à prendre de l'ampleur? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Que vous soyez, les amis qui nous écoutez sur Sud Radio, contre le pass sanitaire ou pour le pass sanitaire, on est là pour débattre justement. On accueille tout de suite notre invité David Libeskind. Bonjour à vous. Bonsoir. Bonjour à vous. Vous avez même raison. David Libeskind, vous êtes avocat, vous êtes gilet jaune aussi depuis plus d'un an, largement d'ailleurs, on peut le dire. Vous êtes intervenu à ce titre aussi sur Sud Radio. Vous avez co-déclaré une manifestation devant le Conseil constitutionnel. Bon, le Conseil constitutionnel est passé, il a validé 90% de la loi sur le pass sanitaire, il entre en vigueur demain. Vous étiez 200 000 d'après la police la semaine dernière. J'ai dit d'après la police, serez-vous d'après vous encore plus nombreux demain? Faut pas penser que la décision du Conseil constitutionnel en fait a freiné les ardeurs des manifestants, hein, puisque à cette heure-ci vous avez quand même 160 points de rassemblement sur toute la France qui sont prévus pour demain. C'est ça, 160 lieux de manifestation. Tout à fait. Donc on verra ce que ça va donner. Alors effectivement, il y a peut-être les vacances là les vacances d'août qui démarrent. Mais je pense qu'il y a une forte mobilisation. Il suffit de le voir sur les réseaux sociaux et je ne pense pas que demain, en fait, la mobilisation va faiblir. Alors David Libeskind, vous êtes avocat, je le disais, vous connaissez très bien le mouvement des Gilets jaunes pour l'avoir accompagné depuis le début et toujours l'accompagner aujourd'hui. Le mouvement des Gilets jaunes, il avait deux particularités. C'est-à-dire que chaque samedi, il y avait un peu moins de manifestants parce qu'ils étaient extrêmement nombreux au tout début, le 17 novembre. Donc chaque samedi, les manifestations avaient plutôt tendance à baisser, mais en même temps, les sondages disaient que les Français soutenaient massivement le mouvement des Gilets jaunes. Là, on a l'impression que sur le pass sanitaire, c'est plutôt le contraire, que les Français ne le soutiennent pas, majoritairement en tout cas, hein, David Libeskind, et qu'en même temps, chaque semaine, il y ait davantage de manifestants, 200 000, après 160 000, après 130 000. Comment vous l'expliquez ? Après, bon, les sondages, ils changent d'un mois à un autre. Mais ce qui importe, c'est le monde qu'il y a quand même dans la rue. Oui. Là, vous avez cité le chiffre de 200 000, 300 000. Mais c'est du le ministère de l'Intérieur. On a vu que les chiffres avaient... Voilà, tout à fait. On a vu que les chiffres avaient augmenté et que la mobilisation était massive. Alors, donc, on verra ce que ça va donner. Si vous voulez, il y a des syndicats de pompiers qui ont quand même appelé... à une grève, comme des syndicats dans le milieu hospitalier, comme la CGT et Sud. Donc, je pense que quand même la mobilisation va se renforcer. Elle va être beaucoup plus forte, je pense, en septembre, quand tous les syndicats vont rejoindre le mouvement de la contestation. Alors, pas forcément pour le pass, mais il y a des réformes qui sont prévues pour la rentrée, notamment l'assurance chômage et la retraite. Alors justement, quel est l'objet de ce mouvement? Vous dites à la rentrée, ce ne sera pas forcément pour le pass. Que demandent concrètement l'ensemble des manifestants qui sont très divers? On a des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, des centristes, des apolitiques, des gilets jaunes, des anti-vaccins, des vaccinés aussi. Il y a un peu de tout le monde. Donc qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Oui, mais en fait, tout ça en commun, en fait, c'est que c'est la liberté, c'est le goût de la liberté. Il vous a pas échappé que le pass sanitaire va réduire fortement les libertés des personnes, la liberté de circulation et notamment le plus important, la liberté de travailler. Donc on ne peut pas non plus essayer de catégoriser ces personnes à droite, à gauche, à politique. Ce sont des citoyens qui sont en colère, qui manifestent dans la rue et qui ont rejoint pour la plupart d'entre eux les cortèges anti-pass organisés par des gilets jaunes. C'est ça. Après, les sociologues essayent de classifier ces gens-là, mais je crois que le problème est beaucoup plus complexe. C'est un ras-le-bol en fait qui s'accumule depuis des années face plutôt à une oligarchie politique. Alors évidemment, le pass sanitaire, je ne dis pas que c'est une excuse, puisque c'est une réalité. Mais je crois il y a une haine féroce de manière générale en fait envers la classe politique. Et c'est de la pour part vous, des antipasses.
En tout cas, de la part des antipasses, pour vous c'est un mot qui est fort, David Libeskind, une haine féroce de la classe politique, celle qui est au pouvoir comme celle qui est dans l'opposition, quoi. Ah bah tout à fait, puisque de toute façon, la seule opposition aujourd'hui, c'est la rue. On voit bien en fait que les partis politiques, alors il y a peut-être France Insoumise qui distingue parmi les autres partis politiques, si j'ose dire. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un pôle binaire droite-gauche. Et qu'il n'y a plus d'opposition au Parlement. Rendez-vous compte qu'il y a 156 députés ont voté ce pass sanitaire sur 577. À partir du moment où, en fait, tous les partis politiques s'accordent, en fait, sur les mesures qui sont prises par le gouvernement, bah, la seule opposition qu'il y a, c'est la rue. Restez avec nous, David Libeskind, parce que vous êtes avec nos 3 vrais votes du jour, qui ont des questions à vous poser, je pense. Céline Revel-Dumas. Oui, alors ce serait plutôt une remarque. C'est très intéressant ce que dit David Libeskind, parce que finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de sociologie de ce mouvement. On ne sait pas comment finalement répondre, mais on ne sait pas d'abord identifier les raisons pour lesquelles ce mouvement existe, puisque les raisons sont très éclectiques, et de ce fait, il est extrêmement difficile à la politique, au gouvernement, d'y répondre, puisqu'il faudrait répondre de 1000 réponses différentes, comme face aux 1000 avis différents qui se posent. Ce qui fait que c'est un problème, et là on rejoint le mouvement des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes a posé le même problème à son début. On n'avait pas de sociologie, et donc finalement c'est un mouvement qui ne s'est pas terminé, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de réponse adaptée. Ou parce que ça ne suffisait pas. Mais ça, c'est vrai, vous avez raison, Céline. David Libeskind, c'est une chose que le gouvernement, imaginons, soyons fous, ça n'arrivera pas, hein, mais vous serez d'accord avec moi, que devant les manifestations demain soir, Emmanuel Macron retire le pass sanitaire. Vous serez toujours avec ce dont vous disiez que ça motivait le mouvement, à savoir la haine profonde de la classe politique qui sera toujours là. Ah mais non, je suis complètement d'accord avec vous, mais bon, si la haine envers la classe politique s'est renforcée, c'est parce que ces dernières années, vous avez des mesures liberticides qui ont été prises par le gouvernement, par Emmanuel Macron. Donc à partir de là, les gens ils continueront de toute façon. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait des lois liberticides? Quand est-ce qu'ils auraient, allons jusqu'au bout de l'exercice, David Libeskind, quand est-ce qu'ils auraient l'impression d'avoir eu gain de cause, les manifestants que vous représentez, en tout cas, ou avec qui vous êtes? Mais je pense qu'il faut, je veux dire, les manifestants veulent dialoguer, et je pense que le gouvernement devrait en fait organiser des états généraux du dialogue social, mais pas avec en fait les syndicats habituels, mais en fait avec des personnes qui auront été nommées par ces mouvements de contestation. Mais ça avait déjà été proposé à Emmanuel Macron dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Il s'est refusé en fait. Et il s'est refusé en fait. Alors il les a, Édouard Philippe les avait reçus au début, mais une autre demande avait été faite beaucoup plus tard auprès d'Emmanuel Macron, et il s'est refusé en fait à organiser ce type de dialogue. Et en plus, il avait été, je crois que c'est au salon de l'agriculture, il y avait une gilet jaune qui l'avait interpellé et il lui avait dit qu'il fallait organiser une réunion, un dialogue. Et ça s'est terminé en grand débat, et ça ne vous avait pas suffi. Alors c'était pas Édouard Philippe, le Premier ministre, qui avait reçu les Gilets jaunes, c'était François de Rugy, le ministre de la Transition écologique à l'époque. On pourrait quand même ajouter que c'est une sorte de comité Théodule, comme dirait le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'on forme, on écoute, et finalement la réponse politique n'est pas toujours adaptée à ces demandes, et ce qui a été formulé par le comité Théodule ad hoc, et c'est toujours la même chose finalement. Écouter, c'est aussi une autre manière de ne pas écouter. Moi, il me semble, le problème en fait, c'est que là en fait on est dans un cas assez particulier qui est quand même très différent de la crise des Gilets jaunes, là, qui était quand même une crise sociale qui effectivement couvait depuis pas mal d'années, et ensuite s'est exprimée de manière assez violente effectivement à partir de 2018. Et moi d'ailleurs au début je soutenais tout à fait ce mouvement-là. Là on est dans quelque chose d'assez différent. Là on est quand même dans une gestion d'une crise qui a trait à la santé publique, et donc d'une certaine façon à la sécurité de la nation, d'une certaine façon, à l'intérêt de la nation, aux intérêts essentiels de la nation. Et donc en fait dans un cas comme ça, moi en fait je me rappelle plus mes cours de droit constitutionnel notamment, en fait on voit que dans les cas comme ça, effectivement les institutions de la 5e République, donc qui sont en application depuis 1958, effectivement font en sorte que l'exécutif a un pouvoir assez important, assez prédominant en effet, avec notamment l'Élysée mais pas uniquement, pour pouvoir ensuite impulser toute une politique. Et en fait ça techniquement c'était ce qui était voulu.
Je renvoie les auditeurs qui sont intéressés par l'histoire au discours de Bayeux, déjà en 44. Je me trompe pas, je crois, de Gaulle. 46 plutôt, 46, du général pardon, de Gaulle, exactement. Au sujet des institutions de la future République qui ensuite ont donné la 5e République avec autour de Michel Debré quand les nouvelles institutions ont été définies. Mais donc, en fait, on était content qu'il y ait un pouvoir exécutif fort et typiquement pour les crises de ce type-là, en fait. Ça finit toujours pas. Enfin, on est français. Tom, la France est probablement le pays qui a changé le plus de régime en 2 siècles et demi dans toutes les démocraties. On aime bien en changer. Mais exercice de pensée. Imaginez, il y a un an et demi maintenant, donc mars 2020, le début de la pandémie, en tout cas en France, imaginez des institutions comme l'était la 3 ou la 4e République. Ce serait encore pire. C'est-à-dire un régime d'assemblée avec les parlementaires qui se divisent, qui empêchent effectivement, qui font tomber les gouvernements. Ce serait pire. En fait, imaginez quand il y a les intérêts de la nation aussi élémentaires, en fait, il y aurait eu donc des décisions qui n'auraient pas pu être prises, des ministres qui auraient été renversés sans arrêt, des gouvernements qui auraient été déchirés sans arrêt. C'est pas forcément ça, je veux dire, mais imaginez en fait l'inverse aurait été terrible. L'inverse aurait été terrible. Pour moi, effectivement, on peut essayer d'imaginer d'autres institutions, mais pas à la faveur d'un pass sanitaire qui finalement n'intervient que sur cette question spécifique du vaccin en réalité. Parce que la crispation, à mon avis, elle se fait beaucoup là-dessus. Elle se fait là-dessus, sauf que David Liboskin vous le dit, il n'y a pas que ça. Oui, non, il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a même des personnes vaccinées qui participent au mouvement. Mais un grand nombre de personnes, quand même, s'inquiètent du vaccin et finalement, ça entre David énormément. David Liboskin, je vais vous donner la parole dans un instant. Je vais juste la donner aussi à Francis Palombi qui est avec nous. Francis, vous avez plutôt de la sympathie pour le mouvement anti-pass sanitaire parce que cette mesure vous enchante pas. À côté de ça, pendant les Gilets jaunes, vous qui représentez les commerçants de France, vous étiez vent debout contre les manifestations. Alors, c'est pas tout à fait vent debout contre les manifestants. J'étais là, je m'en souviens. Non, les manifestations, nous avons contesté qu'on nous empêchait, les commerçants, de travailler. Ouais. Bon, on peut pas. Quand il y avait des manifestations devant. Mais ce que nous avons constaté également au fil des jours et des mois qui se sont succédés, c'est que le pouvoir n'a pas eu la forme, n'a pas eu la méthode pour arrêter les Gilets jaunes. Ouais. Parce que les Gilets jaunes... Arrêter le mouvement, vous voulez dire. Voilà, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas normal que pendant plus d'1 an, tous les samedis, les commerçants étaient attaqués par des manifestations dans les rues, ne pouvaient plus travailler sans compter avec les casseurs, etc. Donc je crois que ce gouvernement, même s'il y a bien sûr des mesures que doit prendre un gouvernement, il y a quand même beaucoup de problèmes dans la méthode, dans l'application. Il doit écouter les gens et il ne doit pas les braquer. C'est ça que il ne faut pas les braquer. Quand on a commencé à dire il va y avoir des mesures nouvelles pour endiguer cette pandémie grandissante, on a commencé à parler de mesures telles 45 000 € d'amende pour un restaurateur qui n'appliquerait pas le pass sanitaire. C'est pas comme ça qu'on commence à parler à un peuple. David Liboskin, s'il vous plaît. 2 choses, justement. Alors, revenons sur le régime. Tiens, il parlait de régime politique. Justement, il ne vous conviendra pas du tout, ce régime. On est d'accord, David Liboskin. Vous voudriez quel régime ? Oui, non, mais d'accord, mais... Non, mais en fait, ce que les gens veulent en général, et d'ailleurs tous les mouvements de contestation, qu'ils soient activistes écolos, anti-pass ou gilets jaunes, en fait, ils souhaitent en fait une démocratie semi-directe, en fait une participation beaucoup plus directe en fait aux décisions qui sont prises dans ce pays, et ils refusent un régime représentatif. Voilà, alors rapidement, vous avez fait le distinguo en fait. Avant la Ve République, effectivement, il y avait un multipartisme. Les gouvernements en fait étaient instables, donc les présidents du Conseil se faisaient renverser. Ensuite, vous avez eu la Ve République, un régime beaucoup plus fort, beaucoup plus présidentiel. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est ils veulent en fait une participation. Ceux avec qui vous êtes, en tout cas, ceux avec qui vous, David. Tous les mouvements de contestation sociale, vous regardez leurs revendications, c'est ce qu'ils veulent. Ensuite, concernant les antipasses, en fait, ils sont pas du tout anti-vaccin. En fait, ce qu'ils demandent, en fait, c'est la liberté vaccinale. Pardon, ça existe aussi, David Liboskin. David. Ça existe aussi, il y en a aussi des anti-vax dans la manif. David Liboskin. Oui, mais oui, tout à fait. Mais bon, les manifestations gilets jaunes, oui, il y en a, mais bien sûr, il y en a, mais il y en a.
en fait, quand vous voyez les manifestants, la plupart des manifestants, ce qu'ils réclament, c'est la liberté, en fait, de se faire vacciner ou pas. Et ils refusent une vaccination obligatoire de fait. Tom Conan. Mais c'est juste qu'en fait, moi, c'est important de le dire. Pour revenir un peu sur le pass sanitaire, plutôt, on a déjà parlé des institutions. Oui, en effet, mais je pense qu'après, il ne faut pas tourner autour du pot. L'objectif du pass sanitaire ou de la vaccination et de toutes ces questions qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est limiter la propagation de l'épidémie. On est d'accord. On n'est pas en train de parler du sexe des anges. C'est ça l'objectif. Donc après, la question... Non, mais je termine. Vous allez lui répondre, David. Le point après, effectivement, c'est de savoir est-ce que ces mesures sont pertinentes pour limiter la propagation de l'épidémie. C'est la seule question. C'est pas une question qui doit être résolue par des juristes ou par des citoyens directement, mais d'abord quand même par des professionnels de la santé, des médecins, des épidémiologistes. Arrivent à se mettre d'accord, ce qui n'a pas toujours été le cas. S'ils arrivent à se mettre d'accord, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est quand même du ressort des autorités scientifiques à l'origine. David Libeskind, on est loin quand même de la gestion de la pandémie. Quand on vous écoute vous parler, et pourquoi pas d'ailleurs, vous parlez des institutions, vous parlez de démocratie semi-directe, vous parlez de haine de la classe politique, entre autres. Vous parlez plus de la gestion de la pandémie, alors que juste, le pass sanitaire, il a probablement été inspiré par des médecins au gouvernement quand même. Non, mais tout à fait. Mais bon, après, le comité scientifique qui accompagne le président de la République, les membres sont nommés par le président, ont été nommés par lui-même, par le président de la République et également par le président du Sénat. Voilà, donc si vous voulez, en fait, président de la République pour le Conseil scientifique, le Conseil constitutionnel, ses membres, ils sont nommés par qui? Ils ont été nommés par le président de la République, de l'Assemblée et du Sénat, effectivement. Et du coup, ça veut dire, David Libeskind, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand un médecin vous parle, par exemple, n'importe lequel, que vous l'aimiez ou pas, c'est pas le sujet, mais quand un médecin du Conseil scientifique vous parle et qui vous dit de faire ceci, vous allez vous opposer à ce qu'il dit au prétexte qu'il aurait été nommé dans le Conseil par Emmanuel Macron et par ce régime? Moi, je regarde ce qui se passe à l'étranger. Vous regardez en Allemagne, ils n'ont pas imposé la vaccination obligatoire. En Espagne, la Cour constitutionnelle a déclaré la vaccination obligatoire non conforme. Donc, je ne vois pas pourquoi la France, en fait... Mais la vaccination obligatoire, elle concerne surtout... Parmi tant d'autres. Les soignants. Après, elle concerne les soignants, la vaccination obligatoire. Il n'y a pas la vaccination obligatoire. Abstraitement. Non, mais d'accord, il y a plusieurs formes possibles et c'est très bien parce qu'il y a différents États avec différentes formes de démocratie. Mais il me semble qu'il est quand même pas anormal de se poser la question d'une vaccination obligatoire ou, en l'occurrence, d'un pass sanitaire, de toutes ces mesures là, si on considère, et ça semble être le cas, qu'effectivement la vaccination réduit les risques de formes graves. Ce qui est quand même un peu l'objectif. C'est la logique à la base. De tous. En tout cas, vous allez répondre, David Libeskind. Non, mais ce mouvement est très intéressant parce qu'il est quand même, il dit beaucoup sur le nouveau rapport à l'autorité et à l'autorité à la fois politique, à l'autorité et scientifique. Ce qui fait que c'est complètement, c'est très original parce qu'on retrouve ce rapport à la norme, ce rapport à l'autorité. Et donc, on va voir ce qui va se dessiner. En tout cas, on a vu une politique qui était toujours à rebours par le gouvernement qui a réagi toujours. On est dans une épidémie, donc forcément, c'est pas facile. Il a fallu prendre les choses telles qu'elles venaient. Mais là, avec le mouvement pass sanitaire, ça risque de se cristalliser les tensions. Et le gouvernement va devoir se positionner clairement. Je vais vous donner le mot de la fin dans quelques instants, David Libeskind. J'aimerais juste qu'on écoute au 0826 300 300. Nadia, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous nous appelez de Paris, je crois, où il y aura évidemment des manifestations comme un peu partout en France demain. Est-ce que vous pensez qu'il va continuer à s'étendre, ce mouvement ? Oui, je pense qu'il va continuer à s'étendre parce que l'impact de ces mesures va se voir de plus en plus à la rentrée avec les gens qui vont avoir des contraintes au niveau de leur travail. Il y a déjà des contraintes de loisirs aussi pour les enfants qui vont devoir présenter éventuellement un pass pour avoir des activités sportives, des choses comme ça. Donc, vous le soutenez ou pas, ce mouvement, vous, Nadia ? Moi, je soutiens aucune forme de violence, mais je comprends que les gens soient... question, parce que c'est imposé, comme d'habitude, un peu à la dernière minute. Ça fait un peu Jacadi. Là, on a entendu tout à l'heure que quelqu'un disait si un médecin, c'est vous qui disiez si un médecin du conseil scientifique vous dit ceci ou cela, sauf qu'il n'y a aucune communication, il n'y a pas de rationnel. C'est des gens qui sont obligés, les citoyens s'envoient des articles, des références d'articles les uns les autres. Il faudrait qu'à un moment il y ait un endroit
plutôt rationnel. Enfin, où on arrive à s'informer et à se mettre d'accord. C'est vrai que les informations fournies. Qu'on puisse, on parle de fake news, etc. Mais il faudrait peut-être faciliter l'accès des gens à l'information scientifique. C'est difficile. Voilà. Tous à l'école. On tourne tous à l'école quand tout le monde aura le droit d'y aller, évidemment. Ma chère Nadia, merci beaucoup d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio au 0826 300 300, le mot de la fin. En quelques mots, s'il vous plaît, Francis Palombi. Moi, je fais un constat qui vient de me venir à l'esprit en nous entendant, nous et les auditeurs, c'est que c'est peut-être sous cette gouvernance qu'il y a eu le plus souvent des interrogations, des questionnements auprès du Conseil constitutionnel. C'est vrai. Est-ce que cette loi est valide ou pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut quand même dire quelque chose. Il faut se poser la question. Alors, je crois que quand même, dans l'application des mesures prises, il y a de la précipitation, souvent, et il y a des incohérences. Par exemple, pour les restaurateurs, le pass sanitaire, pour partie, est pas réalisable. Vraiment. Dans l'absolu, il n'est pas réalisable. Et il y en aura peut-être qui manifesteront. D'ailleurs, demain, on l'a dit au début de cette émission. En quelques mots, vous êtes assez confiant, David Libeskind. Alors, à chaque fois, ce sera ma dernière question rapidement, David Libeskind. Le soir, notamment des chaînes de télé, des radios aussi montrent des images de dérapage. Il y en a quand il y a 200 000 manifestants dans toute la France, ce qui peut arriver, effectivement. Quel message vous avez à faire passer avant les manifestations à tous ceux qui veulent venir ? Le message que j'ai à passer, c'est surtout au pouvoir politique, parce que durant le mouvement des Gilets jaunes, pour justement faire baisser cette mobilisation, ils les ont salis. Et en fait, le pouvoir politique actuel procède de la même manière. C'est-à-dire, ce sont souvent des manifestants pacifiques qui vont au rassemblement, qui manifestent. Il suffit de quelques violences policières, à l'encontre d'ailleurs des forces de l'ordre ou à l'encontre des manifestants, pour que le ministre de l'Intérieur indique... en tout cas, vous pensez que vous êtes caricaturé et vous ne voulez pas l'être à nouveau. Merci beaucoup, David Libeskind. Oui, voilà. Merci beaucoup, David Libeskind, avocat Gilets jaunes, en tout cas soutien des Gilets jaunes. Bon courage, soyez prudents dans les manifestations quand même. Demain, vous qui manifesterez justement. On vous posait la question, chers amis, sur le Twitter de Sud Radio. Le mouvement anti-pass sanitaire va-t-il continuer à prendre de l'ampleur ? Vous avez répondu oui à 93% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. À tout de suite.